Que la paix soit sur vous. Un prophète pour l'humanité. Nous sommes avec ce prophète. Et il s'agit pour nous de comprendre sa vie, de comprendre les choix, la stratégie qu'il a mis en place dans les circonstances politiques, civilisationnelles et géostratégiques qui s'imposaient à son époque et qu'il a pris en considération afin de mener à bien sa mission. Et quelle mission? Apporter un message, cette fois-ci, destiné à l'ensemble de l'humanité, et ce jusqu'à la fin des temps. Il est dans une petite bourgade mondiale, c'est-à-dire dans la péninsule arabique, dans une petite ville qui s'appelle Makka, la Mecque. Il faut saisir quelle est la situation de cette ville, quelle est la situation de la société dans laquelle cette ville se trouve. Quelle est la situation de la péninsule arabique au vu et à l'aune des enjeux politiques, civilisationnels et géopolitiques de l'époque. Nous sommes à la fin du 5e siècle, après Jésus-Christ. Un grand événement a lieu, la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain en sa partie occidentale. Rome est mise à sac. L'Europe est complètement envahie par des tribus germaines, des Vandales. La civilisation, là-bas, de ce côté-ci de l'Empire romain, l'occidental, cette partie occidentale, va tomber pour des siècles dans un sommeil civilisationnel. Le flambeau est repris, est pris par la partie orientale de l'Empire romain, dit Byzance, ayant pour capitale Byzance qui est l'actuel Istanbul, en Turquie. Cependant, ces événements vont avoir un impact sur les voies commerciales que les différents empires et royaumes se disputent afin de pouvoir s'alimenter en produits de nécessité ou en produits de luxe fabriqués de part et d'autre, notamment en Asie, en Chine et en Inde. Et il s'agit pour cette partie de la péninsule arabique de pouvoir profiter de cette voie commerciale, d'être au fond une étape décisive pour que les différentes marchandises puissent passer de l'Asie vers l'Europe. La chute de l'Empire romain va faire perdre un débouché important pour ces produits fabriqués en Asie, passant par la partie de la péninsule arabique vers le marché européen. Ce marché est détruit. Cela est éteint. Cela perturbe le commerce international de l'époque. C'est un premier élément. Deuxième élément, l'empire perse est présent. De 3000 ans, un vaste empire, extrêmement ancré dans l'histoire de l'humanité, ayant impacté l'héritage de celle-ci, et puis étant en prise avec des tribus turques qui, impactées par des changements climatiques dont nous allons parler un peu plus tard, vont se déplacer vers l'ouest et se mettre en situation de conflit avec l'Empire perse, à laquelle, au fond, il refuse l'exercice de son pouvoir et de son autorité sur leur territoire. Cela va mettre à mal la partie nord de la route de la soie qui permettait aux marchandises de la Chine et de l'Inde de passer vers l'Europe, vers l'Empire de Byzance, vers au-delà l'Europe et de passer par là, par la péninsule arabique et cette partie de la géographie en passant par le Cham, l'actuel Levant ou l'actuel croissant vers la Mésopotamie. Nous avons donc deux situations au sein de deux empires qui sont d'ailleurs en rivalité et en conflit, qui perturbent l'ensemble du commerce international et mondial. La partie nord de la route de la soie est perturbée par des conflits entre la Perse et les tribus turques, et la partie sud de cette route de la soie est perturbée par la chute de l'empire romain d'Occident, qui ne permet plus d'avoir des débouchés, d'une part, et d'autre part par la perturbation de la route maritime vers sur la mer Rouge vers l'Europe en passant par le Nil et en passant donc par ce Levant
qui, à un moment donné, mettent en situation de hausse des prix, et ce terme-là est intéressant à notre époque, qui fait que beaucoup de marchands ne peuvent plus s'approvisionner pour pouvoir continuer leur commerce. Cette situation de trouble va impacter la péninsule arabique, va impacter particulièrement la Mecque. Nous sommes aux alentours de 480 après Jésus-Christ. Un individu va émerger. Il s'appelle Hisham. C'est l'arrière-grand-père du prophète, sur lui la paix. Hisham ibn Abd Manaf se retrouve dans une situation, dans sa ville, la Mecque, où la famine frappe une grande partie de la société. Les débouchés commerciaux ne peuvent plus, à un moment donné, nourrir la population. Encore une fois, en raison des grandes perturbations mondiales dont je viens de vous parler. Cela plonge les Mécois et de grandes cités de la péninsule arabique, Taïf, Yathrib et d'autres encore, dans une situation de pauvreté endémique. Certains vont jusqu'à s'enfuir du côté du désert, ne pouvant pas nourrir leur famille et se nourrir eux-mêmes, et refusant de mendier et refusant la situation d'indigence dans laquelle ils se trouvent. Certains, donc, vivant cette situation-là, préfèrent aller mourir dans le désert. Et cela devient un phénomène de société qui alerte cet homme, leader de son peuple, Hichem, en parlant ou en le poussant, et cela le pousse à interpeller l'ensemble des tribus de Quraysh en leur disant la chose suivante. Vous êtes des gens, des tribus, une famille respectée au sein des différentes tribus arabes. L'exemple qui est le vôtre va impacter l'ensemble de la péninsule arabique, l'ensemble des tribus arabes, en vous voyant aller vous tuer dans le désert, et laissant ainsi nombre d'entre nous succomber à la faim et à la pauvreté. Il nous faut trouver une solution. Quelle solution, lui demandèrent-ils? Eh bien, je vous propose, dit-il, que chaque famille au sein de la tribu des Quraysh, membres du même ancêtre mâle, se réunissent et que le plus riche d'entre eux se mette à réunir des fonds afin qu'ils se mettent à envoyer une caravane remplie de marchandises et que les retours et les bénéfices de cette marchandise soient distribués de façon égale entre les membres de chaque famille à l'intérieur de la tribu des Quraysh. C'est le début de ce que le Coran appellera al-Ilaf, c'est-à-dire ce pacte, cet accord qui permettra à la famille, aux familles de la Mecque, de Quraysh, d'établir un certain nombre d'accords commerciaux avec les grandes puissances que sont Byzance et les grandes puissances que sont la Perse, à travers ces lieux stratégiques que sont le Yémen pour la Perse et ces lieux stratégiques que sont le Cham, le Croissant pour Byzance. Et en même temps d'établir des pactes commerciaux avec les différentes tribus qui sont sur ces routes, qui permettent l'acheminement des marchandises qui atterrissent au Yémen, issues et d'origine chinoise et indienne, afin de partir vers le marché du croissant, afin que cela aille alimenter le marché de l'Empire de Byzance et au-delà de l'Europe. C'est donc une nouvelle voie qui va commencer à être tracée pour remplacer les deux voies dont je vous avais parlé de route de la soie, qui sont mises à mal en raison des conflits politiques et géopolitiques entre les deux grands empires et les événements qui mettent à mal leur assise de part et d'autre. Il faut donc continuer. Comment est-ce que concrètement cela va se passer? Hisham lui-même, donc, Hashim lui-même, donc, Ibn Abd Manaf, lui-même va envoyer une caravane et va
allant au Cham, voyant que les prix ont augmenté et qu'il a accès à des marchandises au Yémen qui ont des prix beaucoup plus bas, proposera aux dirigeants du Cham, du croissant, de leur fournir en marchandises beaucoup moins cher, ce qu'ils vont accepter. Mais en échange de quoi? Il leur demande de leur donner un laissez-passer qui leur permet d'être en sécurité vis-à-vis des soldats au niveau des frontières et sur l'ensemble de la route. Ce qu'ils acceptent. Ce document lui permettra de pouvoir partir vers le Cham, vers Byzance, en toute sécurité, sans être contrôlé. Il va contracter le même accord avec le Yémen et avec les dirigeants perses pour que ceux-ci ne l'embêtent pas dans le transport de marchandises qu'il effectuera pour prendre des marchandises du Yémen vers le Cham et prendre des marchandises du Cham vers le Yémen. Pendant l'hiver, cela partira du sud vers le nord et pendant l'été, cela partira du nord vers le sud. Et c'est exactement ce pacte-là conclu, cet accord commercial conclu avec ces deux grands empires, un autre pacte, soit par lui-même, soit par ses descendants, ses frères et sœurs et d'autres, et d'autres, va être conclu avec l'Éthiopie, l'empire africain chrétien de l'époque, afin que les routes, justement, tout au long de la côte, soient préservées contre toute velléité de la part de ces différents royaumes et des empires qui sont derrière eux. Nous reviendrons sur cet épisode de l'Éthiopie et du conflit qui va avoir lieu avec le gouverneur du Yémen qui est sous les ordres de l'empire perse tout à l'heure quand il sera question du massacre de Najran. Pour l'heure, vous comprenez donc que cette situation de famine que rencontrent les Mécois, ayant avec comme leader l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sur lui la paix, Hashim ibn Abd Manaf, va à un moment donné, par la stratégie qu'il va proposer, mettre la Mecque dans une situation assez centrale de transport et d'échange des commerces internationaux, du commerce international entre les pays asiatiques de l'extrême Orient et les pays européens de l'extrême Occident, en passant par l'Empire perse et l'Empire de Byzance. Telle est la situation. Entre-temps, une grande catastrophe aura lieu. Une catastrophe climatique qui interviendra en l'an 535 et entre l'an 535 et l'an 536, où une éruption volcanique qui aura lieu sous les tropiques va effectivement créer un changement climatique issu de la poussière que ce volcan va envoyer dans le ciel et qui va cacher au fait la lumière du soleil pendant 2 années entières. C'est une catastrophe qui va marquer toutes les personnes qui sont présentes à l'époque. Cela sera écrit dans les livres d'histoire comme étant un signe de la colère des dieux ou de Dieu. Les récoltes seront nulles, la famine va se propager. Une peste, dit la peste de l'empereur, la peste justinienne, du nom de l'empereur de Byzance, Justinien, va complètement décimer une partie de la population de l'Empire romain d'Orient, Byzance. Jusqu'au Japon, des famines, l'absence de récolte, poussera les dirigeants à demander aux riches de privilégier la nourriture sur l'or, car une personne qui a faim n'a rien à faire avec des sacs d'or qui peuvent lui être apportés. Bref, une catastrophe climatique aux conséquences politiques, aux conséquences sociales, va mettre à mal les différents royaumes
et particulièrement les deux grandes superpuissances de l'époque que sont l'Empire de Byzance et l'Empire perse. Et cette situation de trouble va fragiliser les assises, en réalité, de ces deux empires qui permettra, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, en l'an 632, à une nouvelle civilisation d'émerger et de remplacer l'ordre mondial qui était tenu par les deux grandes superpuissances, l'Empire perse et l'Empire romain. Nous sommes donc dans ce contexte et il est important de le prendre en considération parce que l'action divine qui met en agencement ces différents événements politiques, géopolitiques, climatiques, géographiques et socio-culturels va arranger ou plutôt va permettre de donner le contexte favorable à l'émergence de l'islam. Encore une fois, Dieu sait exactement où et quand il met sa prophétie et son prophète et son message. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Mais il nous faut parler d'un autre événement avant d'arriver à notre troisième partie. Vous vous souvenez, je voulais indiquer les conflits qui ont lieu dans le côté extrême oriental de l'Empire perse va, à un moment donné, mettre à mal la route de la soie du côté nord qui permettait l'alimentation, ou plutôt les échanges internationaux et commerciaux. Ce qui obligera de se rabattre du côté de la péninsule arabique et de prendre possession donc de ce lieu stratégique qu'est le Yémen, ou le royaume anciennement de Saba. Très bien. Les Romains, de leur côté, dès le premier empereur, Auguste, après Jules César, vont tenter d'avoir la main sur cette région. Une expédition d'ailleurs sera envoyée par ce dernier, l'empereur Auguste, en passant par l'Égypte, jusqu'à Yathrib, la Médine actuelle, en passant par Taïf, en mettant en place des accords, jusqu'à Najran, où une base militaire et une base commerciale sera mise en place en plein milieu du Yémen, qui est alors sous influence perse. Pour quelle raison ? Parce que Rome, l'Empire romain, a besoin d'avoir accès à cet endroit stratégique pour faciliter son approvisionnement en marchandises issues des terres lointaines de Chine et d'Inde. Et en même temps, d'empêcher l'Empire perse, son rival de toujours, d'avoir accès à ce lieu stratégique et de lui fermer donc l'accès au marché du Cham, du croissant et au-delà de l'Europe. C'est un enjeu stratégique. Et les conflits qui vont avoir lieu durant les siècles suivants entre l'Empire perse et l'Empire romain auront un des centres névralgiques sur le plan international, auront pour point névralgique cette région du Yémen, de la péninsule arabique. Afin de permettre à ce que Byzance n'ait plus accès à ce lieu stratégique. L'Empire perse, ayant la main sur le Yémen, ordonnera au roi ou au gouverneur de cet endroit, Zu Nawas, dit en arabe, Damien ou Damiès en latin, ordonnera à ce dernier de mettre à sac Najran. Najran, encore une fois, qui est lié à l'Éthiopie, empire chrétien, allié de l'empire de Byzance, et qui est une base de la chrétienté militaire et commerciale, comme je viens de vous l'indiquer. Najran sera mis à sac. 12 000 personnes chrétiennes seront brûlées. Vous connaissez cet événement ? C'est le fameux événement relaté par la sourate Al-Buruj,
qui parle des gens d'Al-Ukhdud, des gens du fossé qui seront brûlés vifs. Il s'agit de cet événement stratégique, de cet événement central pour la péninsule arabique et pour l'ensemble du monde d'alors. La mise à sac de cet endroit poussera ceux qui se sont échappés, chrétiens, à aller vers l'Empire ou l'empereur, d'aller se plaindre auprès de l'empereur de Constantinople, l'empereur de Byzance. Quelle va être la réaction de cet empereur? Quelles seront les conséquences politiques et militaires de cet événement? C'est de cela dont nous allons parler, s'il plaît à Dieu, dans notre prochain épisode. Restez avec nous.